Voilà, donc on va discuter aujourd'hui de la question qui es-tu? Et donc plus la question de l'apprentissage finalement de la connaissance des autres et du développement des relations interpersonnelles. Donc au niveau du plan, je vais commencer par un cas clinique. Micheline avait terminé par des cas cliniques et donc elle m'a inspiré sur ce plan-là. Ensuite, je parlerai un peu de la question de la relation entre l'identité personnelle et les relations. Puis, j'aborderai quelques éléments sur l'hygiène relationnelle. Finalement, construire des relations saines, de quoi est-ce qu'on parle? Et ensuite, je parlerai un peu de ce fameux phénomène de connaissance de l'autre, de ce chemin pour aller vers la connaissance de l'autre. Alors, pour introduire, je vais commencer donc par ce cas clinique qui concerne Bertrand, qui a 59 ans. C'est un homme marié. Il a deux enfants qui sont dans la trentaine et il travaille comme fonctionnaire dans l'administration fédérale. Globalement, Bertrand est un homme heureux dans sa vie. Il est satisfait de là où il en est. Il est satisfait de sa carrière, de sa famille, mais une seule chose lui pèse, c'est qu'il se sent extrêmement seul. Donc, bien qu'il ait beaucoup d'amis et bien qu'il ait cette famille soutenante, il a un sentiment de solitude important. Et après réflexion, en fait, Bertrand se rend compte que cette solitude, elle est due à un sentiment qu'il a. C'est le sentiment que ces relations sont des relations principalement superficielles et que aucune de ces relations n'est vraiment profonde et que Bertrand n'arrive pas à faire l'expérience de ce que c'est réellement d'entrer en relation avec les autres, de se faire connaître et d'être connu par les autres. Et donc Bertrand se rend compte qu'il a vraiment construit une carapace autour de lui pour ne pas être blessé et qu'il donne une image de lui-même qui n'est pas vraiment lui, mais c'est l'image qu'il donne de peur que si les gens découvrent qui il est vraiment, ils soient déçus. Et donc, Bertrand se rend compte qu'il a enfoui certaines parties de lui-même. Et un élément qui va être déclencheur pour lui, c'est qu'il prend conscience que ses enfants ne savent pas vraiment qui il est. Et que donc ses enfants n'ont pas de connaissance finalement de ses valeurs, de ses rêves, de ses passions. Or, finalement, son rêve, c'est de transmettre quelque chose à ses enfants. Mais évidemment, c'est compliqué de transmettre quelque chose quand on ne montre pas réellement qui on est. Et donc, progressivement, Bertrand va se lancer dans un parcours d'acceptation de son identité qui va lui permettre de construire des relations plus riches avec ses proches et avec certains de ses amis. Alors, quand on se penche un petit peu sur le cas de Bertrand, on se rend compte que il ne connaît pas bien son identité, qu'il n'est pas en paix avec son identité et que donc il ne montre pas réellement qui il est, ce qui amène à ce qu'il ne sache pas construire des relations solides, des relations vivantes et des relations qui soient nourrissantes tant pour les autres que pour lui-même. On se rend compte qu'il a mis en place des mécanismes de défense qui empêchent finalement cette construction de relations. Alors, quand on a cette histoire de Bertrand, on se dit, ben, il a cette identité sociale qu'il montre aux autres et nous avons tous une identité sociale, heureusement. Mais le fait est que, en général, nous avons tous besoin, dans certaines relations en particulier, d'être connus plus profondément. Nous avons ce besoin que cette identité profonde que nous avons puisse vraiment s'exprimer. Et c'est ce qui a posé souci dans le cas de Bertrand. Alors ça, c'est juste un exemple pour montrer un lien entre l'identité personnelle et les relations. Quand on a du mal avec son identité, quand on a du mal à la connaître, à l'accepter, c'est très compliqué de construire des relations authentiques et agréables avec les autres. Alors, sur le plan des difficultés relationnelles, on peut prendre d'autres exemples d'impact de l'identité sur les relations interpersonnelles. Donc, je reviens sur cette idée. Premièrement, voilà, la difficulté d'être authentique, c'est ce que Bertrand a connu. Et parfois, ça peut mener à des situations dans lesquelles un membre de famille, par exemple, va un jour se réveiller et dire, mais en fait, je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas que tu étais ça. En fait, et certaines personnes décrivent ça, même en consultation, de se dire, mais le jour où ça s'est passé,
j'ai eu l'impression que je vivais avec un inconnu, avec une inconnue. J'ai l'impression que je ne connaissais pas mon enfant, je ne connaissais pas mon parent. Et donc, il y a vraiment cette surprise liée, par exemple, au fait qu'on n'exprime pas réellement qui on est. Mais on peut aussi prendre l'exemple des situations dans lesquelles nous nous sentons, par exemple, niés dans notre identité. Quand on a le sentiment que notre identité n'est pas valorisée, n'est pas respectée, quand on a l'impression que ce que nous sommes, finalement, n'a pas de place. On peut aussi prendre l'exemple de situations dans lesquelles nous avons le sentiment que les autres ont une image de nous qui est à des années-lumière de ce que nous sommes vraiment. Et donc, les autres ont enregistré une version de nous-mêmes dans laquelle nous ne nous reconnaissons absolument pas. Et puis, sur un autre versant, sur la question de l'identité, on peut dire tout simplement, parler de cette difficulté, parfois que nous avons, à accepter l'identité des autres, à accepter ce que sont les autres, ce que montrent les autres, comment sont les autres. Et donc, on voit que, quelque part, il y a un lien entre l'identité et la relation. L'identité, Micheline nous l'a montré la dernière fois, c'est une question personnelle d'abord, apprendre à se connaître, apprendre à connaître son histoire, mais c'est aussi une question qui est fortement et on pourrait dire puissamment relationnelle. Pourquoi? Premièrement, parce que notre identité est quand même le point de départ à partir duquel nous allons construire des relations avec les autres. C'est à partir de qui nous sommes que nous allons construire une relation, et c'est à partir de la représentation que les autres se font de qui nous sommes qu'ils vont construire avec nous une relation. Donc, par exemple, on va s'adresser à quelqu'un en fonction d'un attribut que l'on lui connaît. Je ne sais pas quel exemple donner, mais dans la gestion d'un conflit, on va s'adresser à la personne qui semble paisible, qui semble... Et donc, la perception que l'on a de l'autre a un impact sur comment est-ce qu'on va le convoquer, à quelle place on va le mettre, qu'est-ce qu'on va lui demander, qu'est-ce qu'on va vouloir construire avec lui. D'où ce premier arrêt pour dire finalement toute l'importance qu'il y a de bien se connaître pour pouvoir bien connaître les autres. Finalement, on pourrait dire que au plus on se connaît soi-même, au mieux on peut connaître les autres. Pour le dire autrement, on pourrait dire que au plus on est capable de répondre à la question qui suis-je, au plus on est capable de répondre à la question qui es-tu. Et donc, le travail que l'on fait pour apprendre à se connaître soi-même, c'est un travail qui est porteur pour nous, mais qui est aussi porteur pour les relations que l'on va être amené à construire avec les autres. Alors, prenons un exemple de cette importance. Par exemple, certains traits de notre personnalité vont avoir un impact sur les autres. Et donc, si nous méconnaissons certains traits de notre personnalité, eh bien, ça peut rendre difficile la construction de certaines relations. Imaginons qu'une personne a une blessure de rejet. C'est quelque chose qui lui appartient, c'est quelque chose qui est de son histoire. Si la personne ne sait pas qu'elle est habitée de cette blessure de rejet, elle aura plus de difficultés à comprendre pourquoi, par exemple, elle a cette peur de l'abandon et pourquoi elle a tendance à s'accrocher à l'autre et à quel point elle ne peut pas effectivement se différencier des autres. Donc, au plus on va connaître ce que nous sommes, au plus on va comprendre la nature de nos relations. Euh, Au plus on se connaît, au plus on peut comprendre comment l'attitude de l'autre a un impact sur moi. Qu'est-ce que l'attitude de l'autre vient toucher en moi? Vous avez déjà certainement entendu, en tout cas j'espère, des gens dont on va dire ah oui, mais il est susceptible. Donc, ou elle est susceptible. Alors, il y a des gens qui sont susceptibles, certainement, mais plus fondamentalement, on se rend compte qu'en fait, on dit de quelqu'un qu'il est susceptible lorsqu'une attitude ou une parole que l'on va avoir va toucher quelque chose chez lui. Et donc, finalement, la question, c'est au plus je connais ces points de fragilité qui m'habitent, au plus je peux comprendre pourquoi est-ce que certaines attitudes me touchent et pas d'autres, pourquoi certaines choses me révoltent et autres. Au plus on connaît ses propres valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je valorise plus que tout, qu'est-ce que je mets au-dessus de tout, au plus on va pouvoir comprendre, par exemple, ou se rendre compte que tel type de relation ne va pas nous convenir.
parce que cette valeur que j'ai ne va pas être suffisamment représentée. On pourrait évidemment multiplier les exemples. Donc, connaître notre personnalité, connaître nos besoins, connaître nos ressources aussi. Connaître nos ressources, c'est aussi être au clair sur ce que nous pouvons apporter à l'autre, ce que nous ne pouvons pas lui apporter. Euh, Qu'est-ce que je peux engager dans la relation et qu'est-ce que je ne suis pas capable d'engager. Connaître aussi, et d'un point de vue relationnel, c'est important, connaître nos attentes. Qu'est-ce que j'attends des autres, explicitement ou implicitement? Certains types d'attentes intoxiquent les relations, on le sait. Par exemple, l'attente de perfection. Ça, c'est quand même un exemple simple. Euh, Quand on a le sentiment que, quand on se rend compte qu'on attend des autres la perfection et qu'on ne leur laisse pas le droit à l'erreur. L'attente de la prise en charge de nos besoins. Parfois, inconsciemment, nous demandons aux autres de prendre en charge nos besoins émotionnels. Et donc, on a cette attente un petit peu on dirait exagéré sur les autres, qu'ils prennent en charge nos émotions, qu'ils prennent en charge nos états. Mais aussi, un autre exemple, c'est l'attente que nous pouvons avoir de l'alignement parfait. Et pour ça, on peut prendre l'exemple de Georgette, qui est une femme qui va prendre conscience un jour, elle va prendre conscience en fait que elle a une attente vis-à-vis de son partenaire qui mine sa relation. Et cette attente, c'est qu'elle attend que son partenaire soit finalement toujours d'accord avec elle. Elle attend qu'il acquiesce à toutes ses idées. Elle attend l'alignement parfait. Pour que nous fassions couple, nous devons être d'accord, ou en tout cas, tu dois être d'accord avec moi. Sinon, c'est pas marrant. Et donc, quelque part, quand on met en lumière nos attentes, quand on prend conscience de cela, on se retrouve en meilleure situation pour construire des relations avec les autres. Il y a donc l'idée de connaître notre identité, mais aussi l'importance de l'accepter. Et donc ça, on l'a quand même montré avec le cas clinique de Bertrand. Au plus on accepte notre identité, au plus on va pouvoir construire des relations saines avec les autres. Et par exemple, éviter les relations de compétition. Et donc, par exemple, on peut parler ici de euh, deux sœurs dont une n'accepte pas son identité et survalorise l'identité de sa sœur. Et donc, ma sœur est meilleure que moi, ma sœur est extraordinaire, ma sœur, voilà. Et donc, on se met, sans s'en rendre compte, dans une relation de compétition. Donc, cette sœur peut se mettre en relation de compétition avec sa sœur parce qu'elle n'accepte pas son identité et que donc, elle voit l'autre comme une rivale. Et vous savez que dans les familles, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut considérer comme étant rare. Alors, la relation, c'est aussi le moyen au travers duquel nous allons pouvoir euh, découvrir notre identité. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour nous, c'est que dans les relations, nous allons pouvoir découvrir mieux qui nous sommes. Alors, Micheline l'avait dit la dernière fois, finalement, c'est dans les interactions précoces avec sa mère que le bébé découvre finalement son existence et peut se découvrir justement comme étant un être à part entière qui a une identité à lui. Et donc, il y a cette découverte de soi dans le contact avec l'autre. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que d'une part, oui, il faut un petit peu connaître son identité pour construire des relations avec les autres, mais en même temps, ce sont les relations qui vont nous permettre d'affiner cette connaissance de notre identité. Par exemple, on va avoir un ami qui souligne notre générosité. Peut-être qu'on s'en était pas rendu compte, peut-être qu'on n'était même pas au clair là-dessus, mais un jour, on a un ami qui va souligner à quel point on est généreux ou un professeur qui va montrer à une personne combien elle a du mal à admettre ses torts. On ne s'en rendait pas compte, mais finalement, le professeur vient souligner ça. Ou alors un conjoint qui réveille ou qui révèle des parts de nous que nous ne connaissions pas du tout et on se dit, enfin,
voilà, ça s'est réveillé. Alors, des parts de nous positives, des parts de nous négatives, mais quoi qu'il en soit, il s'agit quand même à chaque fois d'une découverte, une découverte de soi. Alors, les relations peuvent aussi être le domaine dans lequel notre identité peut être blessée. On a déjà donné des exemples, mais voilà, on peut continuer à dire, par exemple, qu'on peut, dans nos relations, avoir parfois l'impression que notre identité est agressée, qu'elle est minée, qu'elle est remise en question. Et donc, ça peut conduire aussi à des crises identitaires lorsqu'à un moment donné, on voit que les autres ne respectent pas ou n'accueillent pas pleinement notre identité. Euh, on peut donner cet exemple, par exemple, d'un collègue qui nous fait sentir combien nous sommes incapables, combien nous ne sommes pas à la hauteur, combien nous ne sommes pas ce que nous devrions être, pardon. Et finalement, ça blesse l'image et la pensée profonde que nous avons à notre propre sujet. Alors, passons maintenant à la question de l'hygiène relationnelle après avoir introduit. Martin Buber, qui est un philosophe, enfin un théologien juif, considérait que le couple je-tu est le fondement de la relation. Donc, la relation, c'est avoir en présence un je et un tu. Et donc, il disait, voilà, tout être humain a en face de lui un tu, un être créé à l'image de Dieu, un être digne de respect, digne enfin, un être digne finalement de respect. Et il disait que voilà, ça c'est le monde de la relation. Le monde de la relation, c'est le je-tu. Sauf que il arrive que nous tombions dans le mode je-cela. C'est-à-dire je, et puis l'autre n'est pas un tu, mais un cela. C'est-à-dire l'autre devient une chose, un objet. Alors évidemment, ça n'apparaît pas comme ça. Hein, on n'a jamais l'impression qu'on traite l'autre comme un objet. Mais on donnera l'exemple tout à l'heure, finalement, de manières avec lesquelles, finalement, on peut tomber dans un mode relationnel comme celui-là, un mode du je-cela. Dans le je-tu, il y a de la réciprocité. Dans le je-tu, il y a une reconnaissance de l'autre. Alors que dans le je-cela, eh bien, l'autre est pleinement chosifié. Donc, une relation, c'est un lien intersubjectif, un lien entre deux personnes. Une relation, c'est une construction commune. Une relation, c'est un lieu d'échange, un lieu de partage. C'est un espace dans lequel on peut faire l'expérience de la réciprocité. Je donne et je reçois. Et par exemple, on se rend compte que les relations sont guidées par un principe interne d'équilibre qui est inconscient. C'est-à-dire que nous avons tous le souhait de relations équilibrées. Et naturellement, lorsqu'on a le sentiment qu'une relation n'est pas équilibrée, on va avoir tendance à poser des actes pour la rééquilibrer. Alors si on prend l'exemple négatif, si jamais on a le sentiment que l'autre ne tient pas compte de nos besoins, nous allons avoir la tendance un peu naturelle à dire, ben, alors si c'est comme ça, je ne tiens pas compte non plus de tes besoins. Ça veut dire qu'il y a comme une réciprocité qui semble faire partie de la relation elle-même et de la nature de la relation. La relation, c'est aussi l'interdépendance. Et ça, on en parle moins maintenant. On fait beaucoup l'éloge de l'autonomie, mais la relation, c'est aussi l'interdépendance. C'est aussi accepter que j'ai un impact sur l'autre et que l'autre a un impact sur moi. Et il peut y avoir cette interférence émotionnelle, cette interférence de la réalité de l'un sur l'autre. Et puis une relation, les relations en tout cas qui ont une teneur un peu plus élevée, c'est aussi un espace dans lequel on va pouvoir d'une certaine façon se dire. Donc c'est aussi un espace d'intimité, un espace où on va pouvoir partager des informations sur soi, se révéler dans une certaine mesure, faire connaître des choses de son soi privé. Euh, et accéder aussi à l'intériorité de l'autre. Et donc, on pourrait dire que l'antithèse de la relation saine, c'est la fusion. Donc, la fusion, on pourrait dire que c'est vraiment le contraire de la relation saine. C'est être dans une relation dans laquelle
il n'y a plus deux personnes l'une en face de l'autre, mais il n'y a finalement qu'une seule personne, il n'y a plus d'indépendance, il n'y a plus d'autonomie. Et on se rend compte en général que la fusion est une source de grande souffrance. Alors, il y a une autrice qui s'appelle Tomasella qui a mis en évidence 5 types de fusion ou 5 types de relations fusionnelles. Alors, je vais rapidement les citer, mais l'idée n'est pas d'aller dans les détails. Premièrement, elle cite la fusion par inclusion, c'est-à-dire l'autre n'existe pas. L'autre, c'est moi et moi, c'est l'autre. Et donc, en fait, l'autre n'existe pas parce qu'il est une partie de nous. Il y a donc une sorte de fusion émotionnelle. Les émotions de l'autre, ce sont les miennes et mes émotions doivent être les émotions de l'autre. Deuxième type de fusion dont elle parle, c'est la fusion par agrégation. Cette fusion-là, c'est que l'autre devient un prolongement de soi. C'est-à-dire que l'autre existe, mais nous sommes, donc la différence avec la première, c'est qu'il y a bien l'existence d'un autre, mais nous sommes branchés, agrippés à l'autre, comme une sorte de symbiose. Un peu le mode du bébé dans le ventre de sa mère, il y a un cordon qui les lie, et donc il y a une dépendance, voilà, une dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre. On pourrait parler là des dépendances affectives, lorsque l'autre devient une nourriture affective, lorsqu'on ne sait plus avoir une autonomie émotionnelle, une autonomie affective, mais on se nourrit réellement de l'autre et on n'arrive pas à s'en différencier. Troisième type de fusion dont elle parle, c'est la fusion par adhésion. Et donc là, c'est l'autre est couvé. C'est-à-dire qu'on va avoir des comportements dans lesquels on couve l'autre, on le surprotège, et on va, par exemple, en arriver à décider à sa place. Hein, donc, on le prend complètement sous son aile et on ne lui laisse même plus l'occasion d'être lui-même, de dire ce qu'il veut, de dire ce qu'il souhaite, etc., etc. Quatrième type de fusion, c'est la fusion par obligation. Alors là, c'est vraiment l'idée que l'autre est protégé, mais c'est plus l'idée finalement que nous protégeons l'autre pour garder une certaine image de nous-mêmes. Donc voilà, c'est un type, je trouve que c'est le type que je me représente le moins, mais en tout cas, elle en parle. Et puis le dernier type, c'est la fusion par dévotion, c'est l'autre est servi. C'est-à-dire qu'on se met entièrement dans une position de service par rapport à l'autre, sans accepter la réciprocité. Donc, c'est-à-dire, je suis ton serviteur et je n'accepte pas qu'il y ait quelque chose de réciproque entre nous, dans lequel je reçois, je donne, et finalement, c'est dans ce type de relation, par exemple, que l'on va chercher à faire tout pour plaire à l'autre, par tous les moyens, et donc on va finalement se mettre dans une position de service par rapport à l'autre. Et donc, un concept qu'on peut amener par rapport à ça, et on en parle souvent dans nos interventions, c'est le concept de différenciation de soi, de Bowen, qui est donc un systémicien. Et donc Bowen dit en fait, la différenciation de soi, c'est la capacité à être soi-même, à se différencier, à être un être différent des autres, différencié des autres, tout en étant profondément connecté avec les autres. Je ne suis pas l'autre, je suis moi, je peux me définir mes limites, mes souhaits, mes choix, mes envies, mais en même temps, je peux profondément entrer en relation avec les autres. Là, je vais parler finalement globalement de ce problème de la fusion, mais on peut aller beaucoup plus loin dans tous les problèmes relationnels auxquels on peut arriver. Et je donne quelques exemples ici venus de Jacques Salomé, que beaucoup connaissent. Et lui, il parle du terrorisme relationnel. Alors ça, c'est une expression. Donc le terrorisme relationnel, c'est vraiment l'idée qu'il y a un certain nombre de violences visibles ou invisibles que nous infligeons aux autres. Par exemple, évidemment, le manque de respect élémentaire envers les autres, ne pas dire bonjour, ne pas... voilà, donc... mais aussi, par exemple, des choses plus profondes comme dévaloriser systématiquement la parole de l'autre. Par exemple,
dans les dynamiques de violence intrafamiliale, ça se repère assez facilement. C'est ta parole n'a pas de valeur, tout ce que tu dis ne vaut rien. Enfin, voilà. Autre exemple de terrorisme relationnel, parler pour l'autre. Donc, je ne demande pas à l'autre ce qu'il pense, je ne demande pas à l'autre ce qu'il souhaite, je parle pour lui. Et donc là, on est dans le jeu cela. Hein, c'est un exemple. Le jeu cela, c'est aussi ça. Quand je parle pour l'autre, ben, l'autre est un cela puisqu'il ne sait pas s'exprimer. Le tu, c'est s'exprimer. Le tu, c'est se définir, mais le cela, je dois le définir moi-même. Alors, étiqueter l'autre. Je sais ce que tu es, moi je sais ce que tu es, et je t'enferme dans ce que j'estime que tu es. Et donc là, on observe des comportements dans lesquels parfois nous avons comme ça une idée dans laquelle les autres nous mettent. Ça vous est déjà peut-être arrivé d'avoir quelqu'un qui vous dit ah oui, il y a 15 ans, tu avais dit ça, ou il y a 15 ans, tu avais fait ça. Et on est en fait enfermé là-dedans en ne sachant plus en sortir. Et puis on est là, mais en fait, oui, j'ai juste dit ça comme ça, ou j'ai changé d'avis depuis, ou enfin voilà. Mais on est enfermé dedans. Ou alors, vous allez, je ne sais pas moi, aller chez un ami qui un jour va brûler un plat. Et voilà, c'est un mauvais cuisinier et on l'enferme un petit peu dans cette étiquette-là. Autre exemple de terrorisme relationnel dont parle Jacques Salomé, c'est le fait, par exemple, d'attendre des autres qu'ils correspondent à l'image que nous avons d'eux. C'est un peu la même idée. Ou alors, par exemple, de construire des relations par pur intérêt. Voilà un peu quelques exemples de terrorisme relationnel qui peuvent aussi être en lien avec les problèmes d'identité. Alors, j'entame maintenant la dernière partie. Je voudrais faire comme Micheline et respecter mon temps. Donc, voilà. Dernière partie, c'est finalement la question de la construction des liens interpersonnels ou de comment apprendre à connaître l'autre. Alors, vous connaissez cette histoire extraordinaire, et on reconnaît les histoires extraordinaires dans le fait qu'elles sont répétées, 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 mais qu'elles ne s'épuisent jamais. C'est l'histoire du Petit Prince et du renard, dans le conte du Petit Prince, donc de Antoine de Saint-Exupéry. Et donc, le Petit Prince rencontre le renard, et le Petit Prince dit au renard qu'il aimerait bien jouer avec lui, mais le renard lui dit, je ne peux pas jouer avec toi parce que je ne suis pas apprivoisé. Et donc, le Petit Prince cherche des amis, il voudrait bien se rapprocher du renard, et il demande au Petit Prince, mais c'est quoi apprivoiser? Et donc, après quelques discussions, le renard répond, apprivoiser, c'est créer des liens. Et finalement, le Petit Prince ne comprend toujours pas, et donc le renard lui dit ceci. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre, tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Alors, cette réponse du renard, je trouve qu'elle montre bien finalement ce que c'est que de créer une relation avec l'autre, ce que c'est d'apprivoiser l'autre. C'est-à-dire que nous sommes tous finalement n'importe qui, pour n'importe qui, jusqu'au jour où nous nous trouvons dans une configuration où nous pouvons construire avec l'autre une relation qui le rend singulier. Ce n'est plus n'importe qui pour nous, ce n'est plus un étranger. Alors évidemment, on ne parle pas ici de la relation avec le chauffeur de bus ou avec la boulangère. Mais les relations un peu plus profondes se nouent vraiment sur cette idée, sur ce fondement, finalement, de la découverte de l'autre qui le rend finalement unique au monde et qui nous fait avoir avec lui une relation unique. Alors, de façon très concrète, comment pouvons-nous faire pour aller à la rencontre des autres, pour apprendre à connaître les autres? Premièrement, il y a cette importance de la mise en pause de soi. Pouvoir mettre en pause qui nous sommes. Rencontrer les autres, apprendre à connaître les autres, ça nous demande parfois ou souvent de pouvoir suspendre notre compréhension des choses
pour aller vraiment à la rencontre de l'autre, de nous décentrer de notre façon de voir, notre façon de comprendre les choses, notre façon de mentaliser les choses pour aller vraiment à la rencontre de comment l'autre les voit, de comment l'autre les ressent, de comment l'autre les vit. Alors, on pourrait dire finalement que l'autre est un pays étranger. L'autre, c'est un pays étranger et je dois oser aller dans ce pays et être émerveillé par ce que j'y vois. Si cet autre est une personne que je connais depuis longtemps, je dois sortir de l'idée que je le connais déjà, c'est mon mari, je le connais déjà, c'est mon enfant, je le connais comme si je l'avais fait, je connais toutes tes habitudes, je saisis qui tu es. Sortir de cette idée finalement que je sais pour réellement aller à la rencontre de l'autre et pour comprendre son histoire, son opinion sur un sujet, sa compréhension des choses, etc., etc. Et ça semble vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup. Et parfois, les gens viennent en thérapie rien que pour ça, pour avoir un cadre dans lequel ils peuvent enfin aller vraiment à la rencontre de l'autre et le faire profondément. Alors, Peter Scazzero, qui a écrit un livre, enfin beaucoup de livres et très intéressants, je ne vais pas lire la citation ici, mais il y a un passage dans son livre où il dit « Je ne suis pas le centre du monde ». En fait, on a tous la tendance à penser qu'on est le centre du monde. Et donc, nous allons définir les autres à partir de nous-mêmes, comprendre le monde à partir de nous-mêmes, et finalement, quand on accepte qu'on n'est plus le centre du monde, qu'on se décentre, on peut vraiment aller à la rencontre des autres. Un deuxième élément important, c'est vraiment la sécurité relationnelle. C'est-à-dire de cultiver un climat d'authenticité et de sécurité où l'autre va pouvoir être réellement lui-même et il va pouvoir finalement dire ce qu'il est. On ne peut pas en arriver à des relations authentiques et nourrissantes là où il y a jugement et indiscrétion. Finalement, une relation authentique nécessite une sécurité. Une sécurité et un non-jugement. Alors le non-jugement, évidemment, c'est l'idée que je laisse l'autre être autre. Et donc c'est un peu ces personnes de qui on peut dire, lui, je le sais, il m'écoutera, il fera l'effort de me comprendre et ça restera entre nous. Et donc finalement, cette sécurité relationnelle est quelque chose d'important. Alors, je donne un exemple finalement pour moi, c'est l'exemple suprême de l'insécurité relationnelle. C'est les relations dans lesquelles on a le sentiment que tout ce que nous disons pourra un jour se retourner contre nous. Par exemple, vous prenez une relation d'un enfant avec son parent ou d'une épouse avec son mari. Vous voyez les relations dans lesquelles vous pouvez dire un jour quelque chose dans un contexte de vulnérabilité, vous ouvrir, faire descendre un peu les barrières, exprimer un petit peu qui vous êtes, et un beau matin, ça vous revient en plein visage comme un boomerang. Et donc, il n'y a pas de sécurité. Ou pire, parfois ça vous revient comme un boomerang, ou parfois c'est vraiment l'autre va utiliser ça contre vous. Alors ça, c'est vraiment le sommet de l'insécurité relationnelle. Et donc cet ado qui vient s'ouvrir à sa mère, à son père, et qui un jour, dans un moment de colère, entend son père, sa mère lui balancer ça. Oui, et puis tu t'étonnes que tu es déprimé tout le temps et que tu n'as pas d'amis, alors que c'était ce qui avait été dit dans un temps de vulnérabilité. Donc finalement, cette importance de la sécurité relationnelle. Et ensuite, un autre élément, c'est aussi prendre le temps ce qu'on pourrait dire en anglais, des deep conversations. Donc des discussions profondes, des moments où on peut aller plus loin que les discussions habituelles. Ça a été, ça s'est bien passé, madame a été gentille, vous étiez beaucoup en classe, et aller un peu plus loin pour réellement connaître l'autre. Finalement, tout cela revient à une idée, c'est vraiment cette possibilité d'accueillir l'autre, d'accepter l'altérité, d'accepter que l'autre est autre, de l'accueillir tel qu'il est et de le recevoir tel qu'il est. Enfin, pour terminer, un élément pour nos relations interpersonnelles, c'est évidemment le fait d'inviter Christ au centre de nos relations. Alors, Martin Buber parle du je et du tu.
Et il dit qu'entre le je et le tu, il y a un espace sacré qui est finalement l'espace du divin. Et donc, quelque part, en tant que chrétien, pour ceux ici qui le sont, hein, et ceux qui ne le sont pas peuvent bien sûr s'y intéresser, nous pouvons vraiment avoir ce souhait, ce désir d'inviter Christ au cœur de nos relations. Alors, premièrement, inviter Christ au cœur de nos relations, c'est vivre nos regards sous le regard de Dieu. C'est-à-dire ne s'autoriser que ce qui plaît à Dieu dans la relation. Euh, re- re- concevoir Dieu comme celui qui sait mieux que le tu et que le je et qui peut vraiment être ce gardien et ce sage dans la relation. Je parlais tout à l'heure du fait d'accepter les opinions des autres. Dans certains contextes, deux opinions qui s'affrontent, on ne sait pas le trancher. Par contre, il y a un tiers devant lequel tous les deux nous nous remettons. Eh bien, ce tiers peut nous aider à trancher et il peut nous donner les critères qui sont importants pour trancher. Inviter Christ, c'est aussi écouter ce que la parole a à nous dire sur les relations, tenir compte de ce que Dieu nous dit des relations, parce que Dieu parle de relations précises dans les Écritures, la relation de couple, la relation familiale, de tenir compte. C'est lui qui sait mieux que nous, finalement, ce que doivent être nos relations. Et puis également cultiver les attitudes qui étaient en Jésus-Christ. Parce que ça, quand même, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut penser. L'humilité. Et voyez les intérêts des autres avant les vôtres. C'est quand même le meilleur chemin pour les relations. Et donc, Christ nous dit plein de choses pour nos relations. Il nous dit de nous aimer, d'être plein de douceur et de tendresse, d'être authentique aussi. De ne pas médire, de ne pas juger, de nous soutenir, de nous accueillir les uns les autres, d'être intègre. Et finalement, c'est aussi le fait d'accueillir ces instructions de Christ dans nos relations qui peut aussi leur donner une meilleure santé. Voilà, je vous remercie.